Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Félicitations à Monsieur Paul Biya et qui est donc le président de la République. Une alerte de choc donc la population inattendue. Le moment est donc arrivé enfin. Désormais donc loin de cette victoire que tout le monde attendait. Donc qu'est-ce qui va donc se passer ou qu'est-ce qui s'est donc passé pour que cette félicitation que nous donnons donc inattendue à Monsieur le Président Paul Biya. Nous allons donc c'est bon. Ce qui se passe donc en ce moment donc, au Cameroun. Aux oreilles du vent. C'est là, dans ce havre de verdure niché au creux du département du Deja-et-Lobo, que naquit un certain Paul Barthélemy Biya à Bimvondo, le 13 février 1933. Oui, le même qu'on appelle ici affectueusement le vieux père, l'homme lion, ou tout simplement Papa Paul. Mais ne vous fiez pas à cette entrée bucolique. Si Mvonka est le berceau du pouvoir, il est aussi devenu, selon certains, le cercueil de l'espoir rural. Ce village aurait pu être un sanctuaire de développement, un modèle pour toute l'Afrique centrale, un petit Singapour entre deux bananiers. Mais à la place, ce qu'on découvre aujourd'hui dans une vidéo devenue virale, c'est un décor qui ferait même pleurer un mouton. Des routes qu'on hésite à appeler routes, des nids de poules qui pourraient héberger une famille entière de crapauds, et une poussière si fidèle qu'elle semble avoir signé un bail à vie. Et là, un Camerounais de bon sens se demande. Comment un homme peut-il s'asseoir 43 ans sur le fauteuil présidentiel, et ne pas penser à changer au moins les pneus du village? On ne demande pas un métro souterrain, ni un gratte-ciel en or massif, mais au moins une route goudronnée, non. Même pas une, même pas une. Le plus drôle, c'est que chaque 13 février, comme un rituel, les médias publics chantent les louanges du chef. Le président est né ici, le président est grand, le président est éternel. Mais personne ne pense à montrer le sol sur lequel il est né, le chemin qui mène à la case familiale, ou l'état des latrines du coin. Et pourtant, dans un pays comme le nôtre, on sait bien que le village du chef, c'est sacré. Ça devrait briller comme une pièce montée à un mariage bamiléké. Mais ici, non. C'est comme si le chef lui-même avait préféré tourner le dos à son propre berceau. Certains diront, oui mais le président est un homme simple, il aime la terre, l'authenticité, la tradition. Ah bon? Et la modernité, elle est réservée à qui alors? Aux cousins des présidents des pays voisins? Parce que pendant ce temps, à Ouigreko, le village de Sassou Nguesso, il y a des échangeurs qu'on ne voit même pas à Yaoundé. À Mongomo, chez Obiang Nguema, l'électricité ne clignote même pas une seule fois par mois. Mais à Mvonka, si tu veux signal sur ton téléphone, il faut grimper à un palmier. On dit chez nous que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais là, on a plutôt l'impression que la charité s'est perdue en route, et qu'elle n'a jamais trouvé le chemin de retour. Et pourtant, ce village est resté fidèle, très fidèle, un peu trop même. On applaudit quand le cortège passe, on danse même quand le sol est boueux, on sourit même quand les poches sont vides. Mais à quoi sert cette loyauté aveugle, si le chef lui-même semble oublier d'arroser la terre qu'il a vu naître? Alors, une question s'impose. Est-ce vraiment une négligence involontaire ou le signe d'un désintérêt profond pour les symboles? Mais attention, on n'en est qu'au début. Parce que cette vidéo n'a pas juste montré des routes fatiguées. Elle a aussi déclenché une vague d'indignation, un coup de projecteur sur les contradictions d'un pouvoir qui prêche le progrès, mais laisse son propre village patauger dans la gadoue. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment cette simple vidéo est devenue une bombe médiatique, et comment un téléphone tenu par un activiste peut parfois faire plus de bruit qu'un discours de fin d'année. Restez bien connectés. Ce qui vient après risque de faire encore plus mal aux yeux, et peut-être même à la conscience. Partie 2, une vidéo, un iPhone, et un coup de massue. À Camerounais, on aime dire que les murs ont des oreilles, mais depuis peu, il semble qu'ils aient aussi des caméras. Et parfois, un simple téléphone peut secouer tout un système plus fort que 1000 pétitions. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec la fameuse vidéo qui montre, sans maquillage ni vaseline, l'état pépéri du village présidentiel de Mvonka. Dans cette vidéo qui circule désormais comme de la bouillie chaude un lundi matin à la poste centrale, l'activiste Zang, armé de son téléphone, un iPhone, s'il vous plaît, a décidé de nous offrir une visite guidée gratuite, sans drone, sans générique, sans propagande. Juste la réalité brute, croquante, et franchement indigeste. Et le constat est douloureux, route criblée de trous, chemin défoncé comme après une bagarre entre caterpillar et hippopotame,
et un décor général qui ferait passer un quartier populaire de Douala pour un coin résidentiel de Paris. Mais c'est dans le commentaire que Zhang frappe encore plus fort. Même si tu filmes avec le dernier modèle d'iPhone, ce village sera toujours aussi sale. Boum. Uppercut en plein menton de l'image présidentielle. Traduction ? Même la haute technologie ne peut pas enjoliver la misère quand elle est profonde. Et là, le peuple rit jaune, mais rit quand même. Parce que c'est ça aussi le Cameroun, on regarde le désastre, on s'en moque un peu, puis on retourne à nos occupations. Mais cette fois, l'ironie a du mal à cacher le malaise. On commence à se demander. Attendez, si c'est comme ça chez le président lui-même, comment est-ce que c'est chez le reste des Camerounais lambda, ceux qui ne sont ni Biya, ni Bimvondo, ni rien du tout? Et là, la question pique. Parce que Mvonka, en théorie, devrait être le village le plus chouchouté du pays, non? C'est quand même le coin où est né le chef, le fondateur de la « Nouvelle Espérance », l'artisan de la « rigueur et moralisation », mais ironiquement, même la rigueur semble avoir raté la sortie Mvonka. À croire que dans ce pays, les seules routes bien tracées sont celles qui mènent au pouvoir, mais jamais celles qui mènent à la maison du chef. Et comme toujours, les défenseurs du régime n'ont pas tardé à dire. Non, mais il faut respecter le choix du président, c'est sa volonté de rester humble, il veut préserver l'authenticité du village. Authenticité ? D'accord. Mais est-ce que la misère est synonyme d'authenticité ? Depuis quand une flaque d'eau devient un patrimoine culturel ? Est-ce qu'une route en latérite est un monument historique ? Et pendant que certains tentent de justifier l'injustifiable, d'autres se contentent de rire. Ah bon, donc 43 ans de pouvoir c'est pour regarder son propre village rester comme un chantier abandonné. Ouigreko a des hôpitaux, Mongomo a des aéroports, et nous on a quoi ? De la poussière et des cailloux. Mais attention, chers téléspectateurs, ce n'est pas juste une affaire de route ou de bitume. Cette vidéo a ouvert un robinet d'indignation populaire. Les langues se délient, les commentaires fusent. Car derrière les images, ce que le peuple voit, c'est le reflet d'une promesse non tenue, d'un rêve national qui s'est transformé en randonnée chaotique. Et maintenant, les regards se tournent vers les autres coins du Cameroun. Si Mvonka, village d'un président éternel, est laissé dans un tel état, alors qu'en est-il de Makari, de Lolodorf, de Poli, de Ngoulmakon ? Est-ce que notre pays est devenu un immense chantier invisible, ou même le maître d'ouvrage a perdu le plan ? Mais ce n'est pas fini, ou non. Parce que cette vidéo, au-delà de la boue et des bosses, a aussi mis à nu le paradoxe profond d'un régime qui dit vouloir moderniser le pays, mais dont le point de départ est lui-même resté bloqué dans un passé poussiéreux. Dans la partie suivante, nous allons plonger encore plus bas ou plus profond, c'est selon, pour comprendre comment cette négligence du symbole central reflète tout un système, et tout un pays. Alors, attachez bien vos ceintures. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une route qu'il faut réparer, c'est tout un modèle qu'il faut repenser. Partie 3, Mvonka, miroir brisé d'un pays entier. À Cameroun, le pays où tout est symbole, sauf quand le symbole dérange. Dans un monde normal, vous savez, ce genre de monde qu'on voit dans les documentaires sur les pays nordiques, le village natal d'un chef d'État est souvent un modèle réduit de sa vision du pays. Une sorte de carte postale grandeur nature, où le bitume brille plus que les chaussures de cérémonie, où les lampadaires ne dorment pas en plein jour, et où les dispensaires ne ressemblent pas à des greniers à maïs. Mais chez nous, Mvonka casse les codes avec un style propre. Un style de « rien du tout », avec un soupçon de désordre bien huilé. Et c'est bien là le paradoxe. Le président le plus ancien en poste au monde, presque 92 ans au compteur, plus de 4 décennies à la tête du Cameroun, et pourtant, le lieu même qu'il a vu naître semble bloqué dans une époque où le goudron était encore un luxe pour les capitales coloniales. Alors, chers spectateurs, on vous pose la question. Si Mvonka, village du chef suprême, ressemble à ça, est-ce que les autres localités ont seulement droit à une brouette de gravier? C'est là que les comparaisons deviennent acides. Parce qu'au Cameroun, on aime bien comparer. C'est même devenu un article. On dit souvent. Regarde chez les autres, tu verras pourquoi tu pleures chez toi. Et justement, regardons un peu ailleurs. À Ouigreko, chez Sassou Nguesso, le village est devenu une mini-ville, avec échangeurs et routes lisses comme la voix d'un présentateur de journal. À Mongomo, fief d'Obiang Nguema, les hôtels de luxe côtoient des hôpitaux dernier cri. On y célèbre les mariages présidentiels comme des festivals de Cannes africains. Et nous ? À Mvonka. Même les poules traversent la route avec hésitation, tant les nids de poules ressemblent à des pièges à éléphants.
Un internaute, visiblement choqué par ce contraste, a même déclaré: Mvonkaa, c'est des tam Bafia et Lobby à côté d'Ouigreko. Même les chèvres ici marchent avec tristesse. Et pourtant, le président camerounais est au pouvoir depuis plus longtemps que le Wi-Fi, les téléphones tactiles, et même la Coupe du Monde de 1990. On pourrait presque croire que le temps s'est figé là-bas. Une sorte de musée vivant de la négligence républicaine, où l'on peut contempler en direct ce que signifie gouverner sans retoucher. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on parle bien du symbole suprême de la longévité politique. Un homme qui a connu tous les régimes africains modernes, qui a vu tomber des présidents comme des feuilles en saison sèche, mais dont le village semble n'avoir rien vu passer. Ni plan d'urgence, ni projet structurant, ni même une peinture fraîche sur la case familiale. Ce genre de paradoxe, seul le Cameroun sait l'entretenir avec autant d'élégance ironique. On est dans un pays où le président voyage en jet présidentiel, mais son village patauge en botte. Où les budgets d'investissement se chiffrent en milliards, mais où le goudron reste une légende urbaine. Où l'on vante la stabilité, mais où les fondations même sont fissurées par l'abandon. Mais attention! Il ne faut pas tout mettre sur le dos du chef. Il y a aussi ce silence complice, ce mutisme rural, où les habitants applaudissent sans poser de questions, dans une logique bien connue. Si tu parles, on t'oublie dans le noir. Et c'est justement là que la question devient dérangeante. Est-ce que Mvonkaa n'est pas, en fait, le reflet exact de ce qu'est devenu notre Cameroun? Un pays plein de potentiel mais coincé dans les discours, un pays où l'on parle de progrès dans les salons, pendant que les populations dansent dans la poussière, espérant qu'un jour, le développement prendra enfin le bus qui s'est perdu en route. Et si le développement n'a même pas trouvé Mvonkaa, comment voulez-vous qu'il atteigne Konsamba, Yagua, Ambam, Akonolinga, Kumbu ou Bakassi? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir le rôle étrange que joue ce silence collectif, cette sorte de pacte de non-agression entre le pouvoir et les populations locales, où l'humour sert de couverture au désespoir, et où la loyauté devient parfois un fardeau plus lourd que la misère elle-même. Restez avec nous, parce que la suite vous montrera comment les rires autour du « vieux père » cachent souvent des larmes retenues, et un espoir qui se fane à petit feu. Partie 4, quand la loyauté devient une danse, au milieu des trous. Maintenant, mettons les pieds dans le plat. Pas seulement dans les flaques boueuses de Mvonkaa, mais surtout dans cette étrange ambiance de loyauté bruyante et de silence complice qui flotte dans l'air comme une odeur d'arachide rance. Parce que oui, chers spectateurs, malgré les trous, malgré la poussière, malgré les routes qui ressemblent à des labyrinthes creusés par des taupes en grève, une scène revient à chaque passage présidentiel. Les habitants applaudissent. Les mamans dansent avec les pagnes aux couleurs de l'État. Les chefs traditionnels ressortent les grands discours d'allégeance. Et les jeunes agitent les pancartes comme dans un clip de Makossa d'antan. Bienvenue à Mvonkaa, terre sacrée de notre Père éternel. Vive le renouveau, vive le vieux père. Mais derrière les tam-tams et les cris de joie, un malaise grandit, lentement, mais sûrement. Parce qu'au fond, tout le monde voit bien que rien ne bouge vraiment. Sauf peut-être la poussière, quand le cortège passe. Alors pourquoi ce décalage entre la réalité décrépite et la ferveur populaire? Pourquoi ce village, qui aurait pu exiger plus, se contente-t-il de si peu? Pourquoi les frères du chef, comme le dit Zang, rient quand le vieux passe, au lieu de réclamer un minimum de décence infrastructurelle? La réponse, mes chers amis, se trouve peut-être dans notre culture du respect mal placé. Chez nous, quand quelqu'un est au pouvoir, on ne parle pas trop, on dit. C'est comme ça, faut supporter. Et même quand on souffre, on met du ndolé sur la douleur, on danse autour comme si c'était un privilège de marcher pieds nus sur des routes gercées. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. C'est une habitude douloureuse, un réflexe hérité d'années de résignation collective. Et attention, ce n'est pas propre à Mvonkaa. C'est un état d'esprit national, presque une philosophie camerounaise. On préfère applaudir le chef, même quand le sol tremble sous nos pieds. Mais ce théâtre de la fidélité a un prix. Parce qu'en refusant de dire la vérité, on devient complice de notre propre abandon. Et pendant que certains tapent les mains, d'autres remplissent leurs poches. Pendant qu'on fait les chants traditionnels, le progrès prend le dos et file à Mongomo ou à Kigali. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Parce que cette attitude, ce mélange de peur, de respect, et de fierté mal dosée, empêche toute remise en question. On ne demande pas des miracles, non. Juste un goudron, un centre de santé qui ne ferme pas à 15 heures, une école avec des bancs et pas des briques, une route qui ne devient pas une rivière dès qu'il pleut.
Mais voilà. On préfère souvent se taire, se contenter de dire que le chef est fatigué, qu'il est vieux, qu'il a déjà tout donné, au lieu de se demander. Mais qu'avons-nous reçu, nous? Et ce silence, cette patience qui frôle la naïveté, devient le ciment même de l'immobilisme national. Parce que quand le symbole ne brille plus, quand le modèle donne le mauvais exemple, comment voulez-vous que le reste du pays avance? Alors oui, on peut continuer à danser. On peut continuer à faire des pancartes en carton et chanter que « Mvonka est béni ». Mais à force de tourner en rond dans la boue, on finit par s'installer dans le désordre comme si c'était la norme. Et vous savez ce qui est encore plus troublant? C'est que pendant ce temps-là, le monde évolue. Les autres pays avancent, réparent, innovent. Mais nous, on recycle les promesses comme des bouteilles de bière vides. Mais l'heure n'est plus au tambour. L'heure est venue de poser les bonnes questions, sans peur, sans haine, mais avec exigence. Parce que si même le fief du pouvoir est laissé à lui-même, alors quel espoir reste-t-il pour ceux qui... Il y en a qui ont pris ces fêtes-là comme étant le moyen idéal pour se faire des poches pleines. Et donc, on demande aux uns et aux autres de contribuer. Je pense que du temps où à Douala, il y avait un gouverneur du nom de Béthia Sommo, que j'appréciais beaucoup, parce qu'il était, je le trouvais très rigoureux. Je n'avais jamais entendu parler de telles choses. C'est-à-dire demander au chef de contribuer. L'arme à la tempe, c'est si vous ne contribuez pas, on va vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites avec vos enfants et vos épouses. Ce n'était pas le cas. Donc, ceux qui excellent dans cette pratique sont ceux-là qui semblent être, sont habillés, sont animés ou habités par l'esprit de la corruption, l'esprit de gagner à tout prix, et qui sont donc presque obligés de marcher sur les textes de la République. Sinon, on ne peut pas nous dire qu'il ignorait qu'il y avait un texte ministériel qui interdisait le raquettage, qui interdisait qu'on demande de l'argent aux chefs et autres. Donc, disons qu'en nombre comme en mille, que lorsqu'on parcourt quand même la loi de finances 2025, 2023, 2022 et même 2020, il n'y a aucune ligne. À l'époque, je pense en 2015, il y avait ce qu'on appelait souvent des frais de bouche. Mais depuis qu'on a commencé à parler de réduire le train de vie de l'État, cet élément-là a commencé à disparaître. Il est disparu, il a carrément disparu. Et donc, il revient au sous-préfet, au préfet et au gouverneur de trouver des moyens. C'est vrai que le MINAD, sur les 42 milliards de son budget en 2025, peut leur trouver 5 millions, 3 millions et 1 million. Mais il revient donc au sous-préfet ou au préfet d'appeler des acteurs économiques de leur base, de leur territoire, et leur dire, écoutez, nous avons 1 million et étant donné que nous avons envie d'éviter plus de monde, je vous prie, n'est-ce pas, de contribuer. Et ainsi donc formulé, personne ne s'opposerait à vous. Mais lorsque vous leur parlez avec un ton martial et que vous les menacez, eh bien là, quelqu'un prend son téléphone, il filme et ça fait le tour du monde. Et c'est votre image qui en est carrément qui est ternie. Donc, je pense que ce qui a animé le sous-préfet, c'est davantage l'esprit du gain, le gain facile, au détriment des textes officiels qui interdisent des pratiques peu orthodoxes. Voilà, pratique peu orthodoxe, professeur Soba. Oui. Ça, alors, je voudrais faire une autre précision. C'est vrai que M. Nouga, il n'y a pas une hiérarchie entre les chefs traditionnels, mais il y a une hiérarchie entre les degrés de chefferie. C'est l'article 2 du décret de 1977 qui le précise. Alors, ce genre tout, ce que nous avons vu à travers cette vidéo, nous a tous, moi particulièrement en tant que constitutionnaliste qui adore les institutions, j'ai été franchement, je veux dire, vous voyez, je manque de mots, parce que c'est difficile se laisser aller dans la mendicité. Ça, c'est la mendicité administrative. Vous savez qu'il y a le sous-préfet de Magba qui avait demandé des ordinateurs, et il y a un autre de Gawaboulaye qui s'était laissé par des questions de mœurs. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. Il y a une sanction brutale. Et je pense que le sous-préfêt de Tembo va provoquer ce qu'on va appeler un mouvement dans la préfectorale. Et je pense qu'il ira quelque part. Parce que quand nous regardons les deux cas que je venais de citer, on se rend compte que le ministre de l'administration territoriale, au moins sur ce point, je le félicite gravement, mais vraiment je pense que quand nous avons lu
ce communiqué qui est pris le 16 février 2024, on se rend compte que le ministre de l'administration territoriale met le pied dans la fourmilière. C'est-à-dire, il rappelle, et quand vous suivez la vidéo, le sous-préfet dit, je vais écrire au préfet, j'écris au gouverneur et je vais écrire au ministre. Je crois que c'est ça, non? Oui, mais ça veut donc dire qu'il ignore l'existence de ce communiqué. Parce que s'il avait justement connaissance de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, il ne pouvait pas dire qu'il va écrire jusqu'à arriver à toucher le ministre de l'administration territoriale. Monsieur Sejalotu, vous savez, le gouverneur et le préfet représentent le président de la République, le gouvernement et chaque ministre. Le sous-préfet, lui, il représente le gouvernement et chaque ministre. Voilà la nuance. Mais, puisque c'est le président de la République qui forme le gouvernement, cela veut donc dire que lorsqu'il pose un acte, c'est la raison pour laquelle on définit la déconcentration comme étant le marteau dont on a raccourci le manche. Pour dire que quand le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur agissent, ils agissent au nom du chef de l'État. Donc, si nous pouvons tirer une conclusion, c'est que l'acte du sous-préfet a tenu l'image du président de la République qui incarne les institutions, aussi tenu l'image de l'État du Cameroun. Parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter à ce niveau-là. Vous avez vu, on a eu un préfet ici qui avait demandé la boisson dans une structure brassicole. Vous avez vu le tollé que cela avait fait au Cameroun, même ailleurs. Ça dit que les gens appelaient pour se demander, mais est-ce que l'État peut descendre aussi bas? Parce que ce genre tout, il n'y a pas plus que l'État. Parce que quand on parle de la souveraineté de l'État, ça veut dire que l'État est suprême. C'est-à-dire que l'État ne peut pas se laisser aller dans des actes de mendicité. Je vous ai indiqué tout à l'heure quelle est la subtilité qu'il faut faire. Le préfet ou le gouverneur, il n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin d'utiliser la force. Ici, je vous ai indiqué, il suffit pour le gouverneur, son SP fait des cartons d'invitation à tous les opérateurs économiques. C'est une manière subtile de leur dire, ok, vous êtes invités, mais si vous pouvez nous tendre une main bienfaisante, cette main va nous aider comment dire, à organiser les fêtes. Et je vais vous dire, c'est Jalot, là je ne suis pas d'accord, enfin mon argument serait un peu plus contraire à celui de Nougat, parce que il faut justement ces fêtes. C'est la fête de l'unité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un dîner républicain. C'est-à-dire qu'il faut réunir, comment dire, toutes les fausses vies. Quitte à réduire le budget. Voilà. Quitte à réduire le budget, mais ce sont des choses qui sont, à mon sens, pour ma part, importantes pour le vivre ensemble collectif. Pour le vivre ensemble, on fait quand même l'unité nationale. Et vous voyez le vivre ensemble, le passé, l'avenir d'un passé commun, ainsi de suite. Ça ne peut nous amener qu'à assister à ce genre de choses. Moi, je pense qu'il faut organiser les fêtes, mais il faudrait aussi que les uns et les autres comprennent que l'État ne peut tout faire. Pour cela, c'est la raison pour laquelle, dans les zones un peu comme à l'ouest, je ne parle des zones de l'ouest, vous voyez, on a même les élites qui n'assistent pas au défilé à Yaoundé, mais qui préfèrent aller soit en Bouddha, soit à Tar, ainsi de suite, et apporter leur contribution pour que la fête se passe dans de très bonnes conditions. Donc, pour nous, l'acte du sous-préfet est regrettable. On appelle ça les dérives autoritaires. Voilà, c'est l'expression technique, des dérives autoritaires qui sont rangées dans un peu comme ce que l'autre a appelé la part du gain. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'image du Cameroun est reflétée par les agissements de nos autorités administratives. Vous voyez, quand vous prenez le décret de 2008, vous essayez de voir quelles sont leurs missions et vous vous rendez compte que lorsqu'une autorité administrative, un chef d'une circonscription administrative se laisse aller par des actes d'une extrême bassesse comme cela devient très compliqué. Voilà, ce qu'on appelle, beaucoup appellent ici, dérive autoritaire, Yvan Poma. Pour vous, l'autorité de l'État, comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale, a été fragilisée. Oui, ces gens-là, à travers cet acte. Elle est même très fragilisée à travers cet acte. Mais je ne suis pas d'accord avec le professeur Luison sur le fait que le sous-préfet, en faisant ce qu'il a fait, ignorait le texte. Je ne suis pas d'accord, prof. Non, je suis pas. Oui, mais attends, je vais te dire pourquoi. C'est pas une opposition. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je pense plutôt que le sous-préfet ne savait pas qu'on le filmait. Il a voulu faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, je suis à Dembo, je peux me permettre de dire n'importe quoi,
on ne sera pas au courant à Yaoundé. Or, aujourd'hui, les téléphones font que, quel que soit ce qu'on fait au fin fond de n'importe quel village, même de Bachar là-bas, les gens seront au courant. Voyez. Donc, il a voulu abuser de son autorité et je profite ici pour dénoncer ce comportement de certaines de nos autorités parce qu'il y en a qui se disent encore que être chef d'une circonscription administrative, c'est être un dieu, c'est être celui devant lequel tout le monde doit se coucher, c'est être celui qui ne peut donner que des injonctions. Parce qu'à un moment donné, avec ses collaborateurs, pour que les choses se passent bien, parfois on consulte, parfois on requiert les avis des uns et des autres et on travaille en bonne intelligence. Et ces gens-là, je voulais dire que je ne suis pas également d'accord avec l'argument qui veut que le million, même si c'est ici à Douala, soit insuffisant. Pourquoi je ne suis pas d'accord, ces gens-là? Je ne suis pas d'accord parce que à côté de ces millions qui apparaît comme une prime, toutes les circonscriptions administratives ont des budgets. Elles ont des budgets. Et quand on élabore ces budgets, il y a des lignes. En élaborant, on sait très bien que il y a telle fête, il y a ça, il y a ça. Au niveau des lycées, moi, il m'est arrivé souvent de voir des budgets prévisionnels des établissements des lycées. Les lycées prévoient tout ça. On va vous dire, par exemple, que, OK, il y aura un appui pour le 11 février, il y aura un appui pour le 20 mai, il y aura un appui pour le 5 octobre, il y aura sur ça. Tout est prévu. Bon, si nous, à notre petit niveau, on sait faire ça, à leur niveau également, on imagine, puisqu'ils ont plus d'outils que nous, ils le font un peu mieux. Voyez. Donc, et le million qui arrive simplement parce que peut-être on se dit, entre le moment où on faisait le budget et le moment où la fête va se tenir, on ne sait pas comment le marché était. Peut-être qu'il y a un certain nombre de jours, OK, on les appuie avec ces millions. Sinon, l'argent est là. Voyez. Et je vais vous dire, que je vais vous surprendre en vous disant que j'ai même été informé une fois de ce que quand une fête comme le 11 février arrive, par exemple, il y a des établissements scolaires qui contribuent, je ne sais pas à ce niveau si c'est une obligation ou pas, auprès de certaines circonscriptions administratives. Les établissements qui vont défiler, vous contribuez. Et il y a des montants que les uns et les autres avancent et que je ne veux pas reprendre ici. Donc je veux dire qu'en réalité, il n'y a aucune raison pour que une autorité administrative soit en train de menacer les pauvres parents. Parce que là, ici, nous parlons même de sollicitation de contribution auprès des entreprises, auprès d'un certain nombre d'acteurs de la société qui ont du poids. À Dembo, on parle des parents. On parle des gens qui vivent des activités agricoles. On parle des gens qui vivent de manière assez modeste et qui n'ont peut-être pas les capacités que les gens ont à Yaoundé et à Douala. Donc, il faut à un moment donné que les autorités administratives, certaines, pas toutes, parce que heureusement pour nous, heureusement pour nous, ces cas ne courent pas les rues. Il faut que certaines autorités administratives reviennent sur terre, qu'on essaye d'être le sous-préfet de 2025, qu'on oublie que il y a eu une certaine époque où on était tout puissant et où on avait le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. Voilà, Maurice Nunga, cette correspondance du MINAT au gouverneur et au monsieur et madame les préfets, voilà. Est-ce que c'est arrivé au niveau des sous-préfets? Bien sûr, bien sûr. Je suis... Comme dit le professeur, il dit qu'il va remonter l'information au préfet. Il le dit. Est-ce qu'il a connaissance Comme on dit au quartier, est-ce qu'il a connaissance? Il a connaissance. Comme on dit au quartier, il faisait la talako. Pour que... En public comme ça? Mais bien sûr, il le fait. Et parce que au-delà même de cela, quand vous lisez les dispositions réglementaires, la loi qui porte par les attributions du préfet, comme le il n'a pas besoin de forcer quelque chose. C'est le décret. Le décret. Il n'a pas besoin. L'étendue des attributions des pouvoirs sont tellement énormes que le préfet n'a pas besoin de forcer sur un bouton quelconque pour avoir quelque chose de quelque nature que ce soit dans sa situation administrative, pour peu qu'il sache tenir le langage républicain qui sied à la norme républicaine. C'est aussi simple. Mais la vérité est que nous sommes dans un pays dans lequel la norme n'est pas toujours respectée. Parce que des administrateurs pareils, ce sous-préfet agit aussi en se disant que qu'est-ce qui va lui arriver. Mais il faut qu'il lui arrive quelque chose. Mais il y a des précédents, hein. Je le sais, mais Yves, même s'il y a des précédents, les gens disent toujours que on ne sait jamais qui est qui, hein. Parce que quand il le fait, il est où? Il est à Dembo. Oui. Et être un sous-préfet commandeur à Dembo, ça pose un problème très sérieux à l'image de notre pays. C'est vrai que, c'est vrai que j'avais, à la faveur d'une affectation dans un coin reculé du pays, j'avais rencontré un sous-préfet qui m'avait dit que au stade où lui est là, il sait pas ce qu'on peut lui faire de pire. Ok. Donc, être à Dembo, parler aux populations de Dembo tel que ça a été fait, déjà, leur demander quelque chose, c'est être un
un administrateur quémandeur. Et ça rabaisse plus que jamais l'autorité de l'État. Et ça ne peut pas être accepté. Après Dieu, c'est l'État sur terre. Non, l'OMINAT va frapper, ça ne peut Donc pas. il faut impérativement ça va tomber. que cela arrive. Il le faut impérativement que le sous-préfet soit recadré. 2 morts. Tu dis que non, il y a eu 3 morts. Tu dis qu'il y a eu 7 morts. C'est la responsabilité sociale du journaliste. Parce que à une époque, on nullifiait même les noms. Et tu sais qui de morts? Tu dis que non, il y a eu 3 morts. Tu dis qu'il y a eu 7 morts. C'est la responsabilité sociale du journaliste. Parce que à une époque, on nullifiait même les noms. Et tu sais qui donne est-ce que le journaliste doit mentir? Non, ce n'est pas le mensonge. La responsabilité sociale veut qu'on n'alarme pas la population. Oui, il ne faut pas alarmer, c'est-à-dire manager, voilà. C'est manager la conscience sociale. Merci. Donc cette situation qui est connue déjà de plusieurs est dénoncée parce que de mon point de vue, les mauvaises pratiques de secourisme, peut-être qu'il y a même là-dedans des gens qui auraient pu ne pas mourir et autres. Comment nous fonctionnons? Parce que moi j'essaie de voir les films. Nous, quand il y a l'accident, quelqu'un part de Matom jusqu'à Yaoundé dans un pick-up pour venir chercher un hôpital à Yaoundé. S'ils pouvaient même vivre. Donc il y a même des morts chez nous que Dieu n'attendait pas. Oui. C'est-à-dire le vent qui va te taper de Matom à Yaoundé pour terminer à l'hôpital de, je ne sais pas, Biémassi ou Efoulan. Quand on arrive à Efoulan, tu es mort. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que hier, il y a vraiment eu cet accident du côté de Matom, avec plusieurs morts. Je préfère donc le dire comme ça. Avec plusieurs morts. Je n'ai pas donné un chiffre. Voilà, tu es un journaliste professionnel. Mais la dénonciation, tout en adressant nos condoléances à toutes les familles durement éprouvées, mais la dénonciation de Blériot ce matin porte surtout sur le volet secourisme. Parce que s'il y a véritablement eu cette catastrophe à la fin à Matom, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques quelque part. Et ça tombe bien, nous avons donc un expert en secourisme sur le plateau. Avez-vous été au courant de l'accident de Matom, Steve? Oui, parfait. J'ai été au courant de cet accident et je m'associe à la douleur de mon grand frère Pierre Blériot. Je suis hautement attristé parce que dans un voyage en aller-retour que j'ai fait à Douala, j'ai risqué moi aussi ce que nous appelons dans le jargon du secouriste le suraccident. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai failli rentrer dans une voiture qui était déjà accidentée et qui n'a pas été déplacée de la chaussée. Immédiatement, ça m'a interpellé. À mon retour de Douala, 2 jours après pour remonter à Yaoundé, je suis retombé sur le même véhicule exactement au même endroit où je l'avais laissé 2 jours plus tôt. En situation toujours d'accidenté. Immédiatement, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux où je trouvais scandaleux que 2 jours après, le véhicule n'ait pas été déplacé. Il y a en secourisme ce qu'on appelle les circonstances de l'événement. Ça part d'abord de la prévention. Moi, ce que je dénonçais dans ma vidéo, c'est que sur un axe national, qu'on appelle ici axe lourd, national numéro 3, qu'il n'y ait aucun marquage au sol. C'est inadmissible. Je passe le message ici comme ça à nos dirigeants. Il est inadmissible. Moi, j'aurais un conseil à donner au ministre chargé de cela. On annonce que dans une semaine, on annonce à tout le monde, dans une semaine, l'axe lourd est fermé. Il n'y aura pas de voyage pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on marque le sol. Parce que parfait ici, dans la prévention aux accidents, surtout nocturnes, le marquage au sol est essentiel. C'est quoi le marquage au sol? Le marquage au sol, c'est simplement les traits blancs que vous voyez sur le sol. Juste ça. Vous savez très bien qu'il y a un incivisme patent sur nos routes. Tout à fait. Tu es sur l'axe lourd, quelqu'un roule en plein phare, sans se soucier que le fait qu'il soit en plein phare
aveugle ceux qui viennent en face. La seule solution dans ces cas-là, c'est de regarder le sol. Il n'y a que le sol qui t'indique si tu es de ton côté. Si tu es de ton côté et si tu dois bien rester dans les clous. Juste ça cause des accidents. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. Maintenant, Pierre Blériot disait, il y a des gens qui meurent pour rien au Cameroun. Que Dieu n'attendait pas encore. Il ne les attendait pas. Il va lui demander, vous faites même quoi ici? C'est les esprits qui errent partout. Qui errent partout. Ils nous font avoir des cauchemars. Et tout ça. Dans un accident parfait ici, il y a ce qu'on appelle le bilan. Oui. Le bilan est divisé en 3 tranches. Circonstanciel, lésionnel, vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu arrives sur un accident en tant que secouriste, tu dois analyser les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. Ces circonstances te diront déjà dans quel état est ta victime, même sans l'avoir abordée. C'est-à-dire, tu es là, tu as regardé en 2 secondes, la belle voiture de Pierre Blériot va déclencher les airbags. Mais la voiture d'Alain ne va peut-être pas avoir d'airbag. Ça, tu le vois du premier coup d'œil. Tu vas voir les traces au sol. Sur combien de mètres il a freiné et dérapé. Ça te dit déjà en termes de calcul de secouriste l'impact, le choc qu'il y a eu à l'affrontement avec le véhicule en face. C'est un calcul mathématique, très simple. Ensuite, tu as fini ton bilan circonstanciel de l'événement. Tu rentres maintenant dans le bilan d'urgence vitale. Parce que là, ce qui est le plus urgent, c'est de savoir qui est en vie, qui ne l'est pas, qui peut être sauvé et qui ne peut pas l'être. C'est un peu cruel, mais c'est de choisir qui tu vas aider en premier. Bien sûr, si quelqu'un est déjà mort, tu vas l'aider. Quelqu'un est déjà mort. Ou bien quelqu'un Il est mort. Il est mort. Mais si quelqu'un est encore vivant, privilégie la vie. Tout à fait. Sauf d'abord celui-là. Ça, c'est le bilan d'urgence vitale. Tu vas lui poser des questions s'il est conscient. Tu vas le palper, mais tu ne vas surtout pas le bouger. Les gens commettent l'erreur. J'en ai vu avant l'accident de Matombe. J'avais vu un autre accident à Douala où votre confrère, le président Chop Chop, m'a appelé. J'étais en train de travailler en clinique. Il m'a appelé en direct. Il m'a dit, Monsieur Bikim, pardon de te déranger, mais il y a une actualité chaude ici au Cameroun. Il faut que tu interviennes en direct. Parce que nous avons les images. Il m'a envoyé et j'ai vu la sortie des personnes du véhicule. Je ne veux accuser personne. C'est des âmes de bonne volonté qui ne veulent qu'aider. Tout à fait. Mais lorsque tu déplaces une victime accidentée de son véhicule, il y a de fortes chances que tu aggraves son traumatisme. De graves chances. Et je prends l'exemple de mon confrère artiste, parce que j'ai ce petit côté aussi artistique. Ouais. Mon confrère Cabrel Nyandjip. Lorsqu'il était mort, j'étais à Paris, je regardais la vidéo comme tout le monde et je pleurais. Je pleurais pas parce qu'il était mort. Je pleurais parce que je voyais les conditions de son extraction de son véhicule. Lorsque on a extrait Cabrel Nyandjip de son véhicule, il n'y avait plus de risque de suraccident comme à Matombe. C'est-à-dire que le véhicule n'était pas sur la chaussée, il n'était pas en risque de suraccident, il était en bas de course dans un fossé. Donc, il n'y avait aucune chance là que un autre véhicule vienne le frapper. Il fallait d'abord poser un bilan d'urgence là. Il n'y a pas d'urgence. Le véhicule n'était même pas en flamme. Donc, tu n'es pas dans l'urgence de le sortir pour qu'il ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait le laisser devant son volant. volant. Pour l'instant, il fallait le laisser devant son volant. Oui. Mais bon, ça c'est dans les bonnes conditions de secourisme qui n'existent pas réellement dans notre pays. Et c'est pour ça que je suis là pour changer ça. Les bonnes conditions de secourisme auraient voulu que, dans un premier temps, on fasse le bilan circonstanciel, le bilan d'urgence vitale, et ensuite qu'on arrive au bilan lésionnel.
Qu'est-ce qu'il a? Où a-t-il mal? Quel traumatisme a-t-il eu? Est-ce qu'il y a un risque de traumatisme crânien? Est-ce qu'il y a un risque de rupture de la chaîne tête-cou-tronc, c'est-à-dire le rachis? Ça, il faut le faire dans les 5 minutes de l'accident, avant de le bouger. Nous, tu vas trouver que les gens... C'est pour ça que je cherche Pierre Blériot. Entre-temps, d'abord, il n'y a pas des experts là, il n'y a pas de secouristes, il n'y a que quelqu'un qui sort du champ avec son vin de palme en main et qui veut aider. C'est pour ça que ma bataille depuis 4 ans, c'est de créer un nouveau corps de sapeurs-pompiers. Dans le projet que vous avez tous reçu, je fais la proposition justement sur cet axe national numéro 3 de créer des pôles de secours. Tout à fait. Tout au long de la route. Nous avons 3 capitales, on va dire ça comme ça, sur cette route-là. Boum-Yébel, Pouma et Déa. Sur ces 3 pôles, il doit y avoir des grands centres de secours. Prêts à intervenir. Maintenant, sur les plus petits villages, il doit y avoir des pôles de secours juste à la sortie des routes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident... Et ma tombe est une sortie de route. Voilà. Lorsqu'il y a un accident sur un endroit, vous allez chuter. Le simple fait d'appeler et de donner l'information de là où ça se trouve, les secours vont se déclencher de l'endroit le plus proche de l'accident pour intervenir le plus rapidement possible. Et dans le cas de Cabrel, on lui aurait posé un collet cervical, on l'aurait sorti de la voiture avec une attelle cervico-thoracique. Voilà pourquoi mon projet est primordial pour sauver la vie de plus de Camerounais. Et aujourd'hui, je m'adresse là aux autorités. Vous êtes en train de construire une autoroute. Je l'ai prise à l'entrée de Boum-Yébel. Elle est très belle. Je vous avoue, j'ai fait des vidéos pour me vanter que vous insultez le Cameroun, Regardez, j'ai une autoroute à 3 voies chez moi. Parce que quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Cette autoroute est magnifique. Il est hors de question que vous finissiez cette autoroute sans des pôles de secours. Pour la simple raison que un accident sur l'autoroute, c'est pas comme un accident sur la nationale. Sur la nationale, il y a des populations tout au long de la route. Sur une autoroute, il n'y a aucune population. Il n'y a que le vent. Voilà. Merci, hein, Steve Mandeng Dikim. Lorsque quelqu'un connaît son domaine, ça se ressent, hein, ça se voit. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je préfère continuer à distribuer la parole. Alors, Bernard, on a suivi l'expert. Voilà pourquoi on a insisté qu'il soit là ce matin. Nous voulions parler de ces nombreux accidents sur nos routes et surtout en nous appuyant sur le dernier en date, l'accident de Matom, où véritablement on peut constater, comme Blériot le relevait tout à l'heure, qu'il y a eu quand même négligence, il n'y a pas eu des secours à temps. Oui, je pense que j'ai suivi le reportage de la journaliste de la CRTV au 17h hier, qui disait que le premier accident est survenu à 6h30 du matin. Donc entre 6h30 du matin, il y a eu un blocage de centaines de voitures. Tout à fait. Et j'ai également, après ce premier accident, vers 8h, j'ai eu une vidéo réalisée par François Bikoro, que tu connais bien, qui était lui aussi parmi les voitures calées, parce que lui, il allait à Kribi. Il a même fait une vidéo. Alors, pendant tout ce temps-ci, c'est là le vrai problème. Ni les riverains, ni les personnes dans les voitures, ni les premiers accidents, personne n'a eu le réflexe de faire une signalisation qui annonce qu'il y a un accident qui est survenu ici. Parce qu'au moins, je dis, ni les riverains, ni les... Comme souvent, même les herbes là, non. C'est ce que je suis en train de dire là. Le jour de la malchance. Oui, c'est vraiment comme un jour de la malchance. Parce que là, il ne faut pas être secouriste comme Steve qui sort de Paris. Moi, il faut quand même savoir que quand il y a eu un accident ici et que les voitures sont alignées, on peut matérialiser par des touffes d'herbe, par ci ou ça, pour dire que devant là, à 100 mètres, il y a un danger. Il y a un danger, il y a eu accident. Personne vraiment n'a pensé à ça.
Et l'irréparable donc s'est produit avec le deuxième accident. On dit, la journaliste disait qu'elle a bien raconté ça, qu'il y avait un camion fou qui roulait comme si les freins ont lâché et qui a d'abord balancé là-bas, cogné ici, est revenu achever les gens qui étaient dans le car, qui attendaient dans la voiture. Et bon, le nombre de morts n'est pas important, qu'il y ait un mort ou 10 morts ou 100 morts. C'est qu'on a perdu des compatriotes qui ne cherchaient pas à aller mourir dans ces conditions-là. D'ailleurs, je voudrais préciser que il y a Madame Otou, qui est greffière en chef à Iseka, qui est morte dans cet accident. Donc, ajouté aux autres Camerounais et Camerounaises, ça fait un peu beaucoup comme ça. Mais moi, je pense que ni les autorités, parce que quand je parle des riverains, je parle des personnes qui étaient dans les voitures, qui étaient bloquées, il y a les autorités locales, le chef de village, le chef de bloc, le sous-préfet de Matom, etc. Je pense que toutes ces personnes, vraiment de façon concertée, pouvaient lancer l'alerte et qu'on devait prévenir pour qu'on n'arrive pas à cet hécatombe. Alain Douk, c'est vraiment compliqué. Trop d'accidents ces derniers jours. On a l'impression que le cycle a recommencé. Je pense que toujours hier, j'ai également reçu des images où le collégien du Nord-Ouest, je pense bien, a également perdu la vie. Un camion aussi fou, apparemment transportant soit les sacs d'arachide, voilà, et a traîné son véhicule de marque Fortuner sur plus de 200 mètres. Et vraiment, il a écrasé le véhicule. Apparemment, le collégien devait être avec 2 ou 3 gendarmes dans le véhicule. Mais c'est le collégien qui est mort. Toujours des incidents sur nos routes. Votre commentaire? On a une énorme statistique de morbidité au niveau du pays. Et tout est mis en réalité à contribution pour que ce soit le cas. Sur cet accident, je ne veux pas rentrer dans la technicité de notre expert en secourisme, mais déjà on y décèle un problème d'incivisme, de sous-éducation, de mauvais réflexes, de négligence. Parce que ailleurs, même dans la ruralité, moi j'ai souvent vu, quand il y a accident, l'aîné Bernard le disait, on prend des branchages, on prend un tronc, des touffes d'air, feuilles, pour signaler. Et parfois, je l'ai vu même en zone urbaine, ici à Yaoundé. Et vous savez, ça pose donc la problématique de la signalétique sur nos routes. Ouais. Même en zone urbaine, il n'y a pas une bonne signalétique. C'est clair. Absolument pas. C'est-à-dire que il y a ce que vous faites à l'auto-école. Et puis attends un peu. Il y a un dos d'âne à un endroit. Mais rien n'indique qu'il y a un dos d'âne. Et vous venez dans la nuit et il pleut. Vous entendez seulement, vous sautez à 2 mètres et vous ne savez même pas que vous pensez que c'est une attaque mystique. Alors que ça n'a rien de mystique, il y avait un dos d'âne, mais rien ne signalait. Donc on revient donc à ce que j'ai dit, que dans cette statistique morbide qui est entretenue posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très bien.